Bonjour! À plusieurs étapes, dans un audit d'état financier, on se pose des questions sur l'intégrité, l'indépendance, notre capacité professionnelle. On se pose ces questions parce que les normes canadiennes de l'audit l'exigent, mais on se pose ces questions aussi et avant tout parce qu'il y a un code de déontologie qui encadre la profession de CPA au Québec et on doit s'y conformer non seulement lorsqu'on réalise des missions d'audit d'état financier, mais comme on le verra dans tous nos actes professionnels et même au-delà, voulant dire dans notre vie privée, on doit agir de façon professionnelle. Ce qu'on voit ici, c'est les 4 grandes rubriques du Code de déontologie des CPA. Vous pouvez y accéder, vous pouvez le parcourir. Je tente ici d'en faire ressortir certains éléments clés. Au niveau des dispositions préliminaires, le champ d'application indique que tout membre de l'ordre professionnel des CPA doit se conformer aux différentes exigences qu'on retrouve à l'intérieur de ce code. On inclut également un peu de définition relativement au vocabulaire, comme par exemple comment est-ce qu'on définit cabinet, comment est-ce qu'on définit client, notamment le fait que lorsque nous sommes un CPA qui travaillons au sein d'une entreprise, notre employeur, c'est notre client. Également, comment est-ce qu'on définit service professionnel de la comptabilité. Donc, ces dispositions préliminaires amènent à la première des rubriques des devoirs généraux qu'on peut libeller comme sous la conduite. La conduite veut, de façon générale, nous dire qu'on doit en tout temps agir de manière professionnelle. On a besoin d'avoir de bons réflexes. On a besoin de se rappeler que l'honneur, la dignité, le respect font partie de valeurs fondamentales de notre ordre professionnel et viennent même être enchâssés dans notre code de déontologie. On nous rappelle qu'on doit respecter les lois et les règlements relatifs à la profession, mais également on doit avoir une bonne conduite dans la société. On ne veut pas se retrouver à être contraire à des exigences légales ou réglementaires. On doit être particulièrement prudent quant à l'exploitation de personnes ou de clients. On ne doit pas se joindre à une partie qui voudrait qu'on entre dans une transaction avec elle afin de profiter d'une autre personne. Ce serait un agissement contraire à notre code de déontologie. On doit apporter des soins à nos documents. On doit s'assurer de documenter adéquatement nos travaux. On doit s'assurer particulièrement de prendre soin des documents de nos clients lorsque ces documents sont remis à notre gouverne. Et puis, on serait en position dérogatoire face à notre code de déontologie si on était coupable de certaines infractions ou encore en situation de faillite. Par ailleurs, au chapitre de la compétence, on doit être à la fine pointe des règles de l'art. On doit être certain de connaître nos limites. Si ça dépasse le cadre de nos compétences, on ne devrait pas accepter d'offrir des services ou d'accepter une mission d'audit d'état financier dans un contexte beaucoup trop important, beaucoup trop compliqué, qui fait appel à un secteur avec lequel on n'est pas du tout familier. On doit faire de la formation continue en vertu de notre code de déontologie. On doit documenter la manière dont on est abouti à nos conclusions dans le cadre de nos dossiers. Et on doit s'assurer de procéder à une supervision adéquate. Et donc, si on sous-traite ou bien on délègue à d'autres membres de notre entourage professionnel des tâches relativement à notre prestation de service, on doit s'assurer de superviser de manière professionnelle les dits travaux. Au niveau de l'intégrité, en tout temps, on doit être intègre, honnête, on doit agir avec probité. Notre mission première en tant que professionnel, c'est de protéger le public. Notre compétence professionnelle nous amène à œuvrer dans des questions financières, dans des questions économiques, dans des questions de patrimoine. Et ces questions peuvent devenir particulièrement sensibles pour les personnes qui viennent auprès de nous pour requérir nos services. On ne doit pas participer à des actes qui nous amèneraient à être impliqués dans des dossiers où est-ce qu'on n'est pas certain que l'intégrité et l'honnêteté vont prévaloir. On ne doit pas non plus participer à des missions, par exemple, de compilation, d'examen ou d'audit si on a des soupçons quant à l'intégrité de la direction et la qualité des informations qui y sont répertoriées. On ne doit pas s'associer à des informations fausses et trompeuses. Au niveau de nos devoirs généraux, la deuxième rubrique du Code de déontologie viennent s'ajouter l'objectivité et l'indépendance, les conflits d'intérêts, la confidentialité et le secret professionnel. Donc, l'objectivité et l'indépendance, on va y revenir dans quelques instants. Les conflits d'intérêts, on ne doit pas se retrouver dans une position où est-ce qu'on représente deux clients qui ont potentiellement des intérêts divergents, à moins qu'on soit certain que le risque est minimal et que les clients soient de façon très transparente avisés de l'exactitude de la situation. La confidentialité des informations qui nous sont soumises et la manière dont on est tenu au secret professionnel sont adressés dans les articles 39 à 42 du Code de déontologie. Notre devoir maintenant envers notre client. Comment est-ce qu'on gère la relation avec le client? Ça doit être empreint de confiance, d'une disponibilité de notre part.
On doit être diligent dans la manière qu'on va offrir notre prestation de service. Au niveau de notre clientèle, on est tenu d'avoir une entente contractuelle qui va être claire, que le client va avoir eu l'occasion de consentir explicitement à la nature des services professionnels qu'on souhaite lui offrir. On doit lui permettre d'avoir accès à son dossier. On doit lui permettre de rectifier des informations dans le dossier contient de la prestation de service qui le concerne. Et on doit être transparent par rapport aux honoraires. On doit essayer d'être juste et équitable, mais également, on doit essayer de prévoir de la meilleure manière possible les honoraires qui seront facturés pour ne pas qu'il y ait de surprise ou de litige. Le code va prévoir de quelle manière est-ce qu'on devrait idéalement s'y prendre pour régler un conflit relatif aux honoraires professionnels. Nos devoirs et nos obligations envers la profession. Si on agit au sein d'un cabinet, on va avoir des dispositions particulières qui vont notamment nous indiquer qu'on ne devrait pas œuvrer au sein d'un cabinet si on a un manque de confiance quant à l'intégrité des autres gens qui sont impliqués dans le cabinet. On va avoir une relation avec notre ordre professionnel. On doit s'assurer de répondre aux demandes de l'ordre professionnel. À chaque année, on a une déclaration obligatoire à produire auprès de l'ordre quant à notre statut professionnel, à nos activités professionnelles, et on doit procéder à notre paiement de notre cotisation pour assurer le bon fonctionnement de notre ordre professionnel. On doit procéder à certaines déclarations auprès de l'ordre, notamment si jamais on est dans une situation où est-ce qu'on a été retrouvé coupable d'une infraction. On doit alors déclarer et informer l'ordre dans des délais particulièrement importants à respecter. On doit collaborer adéquatement en cas d'une enquête qui serait menée par le syndic. On doit par ailleurs agir de façon professionnelle auprès des autres CPA. On doit s'assurer d'être également professionnel dans la manière dont on va publiciser nos services, dans la manière dont on va utiliser notre titre professionnel. Donc, ce sont des exigences de diverses natures qui viennent constituer le code de déontologie des CPA. Je veux attirer votre attention sur le fait que nous allons nous intéresser particulièrement dans le cadre de notre cours à l'indépendance, puisque dans le cadre d'une mission d'audit, c'est un élément particulièrement important à prendre en compte afin de pouvoir procéder dans les règles de l'art. Notre code de déontologie mène vers un document externe qui se veut être le contenu exhaustif de la règle 204. On va venir alors s'y intéresser pour tout d'abord commencer avec l'article 4 de cette règle qui édicte dans près d'une soixantaine de pages différentes interdictions afin de s'assurer d'être en conformité avec la règle d'indépendance. Il est interdit dans le cadre de certaines missions de certification, notamment l'audit d'état financier de sociétés cotées, interdit d'avoir des intérêts financiers dans cette société. Donc, une société cotée en bourse, on doit s'assurer de ne pas détenir aucune personne, même des stagiaires au sein de notre cabinet, ne doivent pas détenir d'intérêts financiers dans cette société si on a accepté d'être auditeur de ces états financiers. Maintenant, je veux juste vous pointer du doigt le fait que la règle 204, elle s'applique aux missions de certification et donc pas seulement aux missions d'audit d'état financier de sociétés cotées en bourse. Dans d'autres circonstances où est-ce qu'on accepte des missions de certification, on doit être en conformité avec la règle d'indépendance, mais prenez note quand même que les plus grandes exigences et donc la plus longue liste d'interdictions en matière d'indépendance sont spécifiquement formulées pour les contextes d'audit d'état financier de sociétés cotées en bourse ou de sociétés ayant une obligation publique de rendre des comptes, appelons-le comme on veut, mais c'est dans cette circonstance-là que le niveau d'indépendance le plus important doit être à tout prix préservé. Et l'article 4, il vient alors décliner une série d'interdictions en prenant le soin de nuancer, est-ce que ça c'est pour une mission d'audit d'état financier généralement parlant, ou c'est pour une mission d'audit d'état financier d'une société assujettie à la loi sur les valeurs mobilières, donc une société cotée en bourse, par exemple. Il faut lire avec beaucoup d'attention ces différents éléments de l'article 4 pour être certain de conclure sur l'interdiction ou non. Je ne vous invite pas nécessairement à aller la lire. Je pense qu'avec ici, ce qu'on présente, vous avez une bonne idée de la nature des interdictions. Je les considère à plusieurs égards considérablement complexes à discerner. Je vous propose d'aller consulter la règle en général en sachant qu'à partir de l'article 4, on vient lister les interdictions et la nature des interdictions, bien, vous les voyez toutes ici énumérées. L'intérêt financier étant la première nature, soit ne pas détenir d'intérêt financier auprès de la société qui va faire l'objet de notre mission d'audit. Ne pas avoir de relations familiales ou personnelles. Notre sœur, notre frère ne peut pas être la chef des finances de l'entreprise auprès de laquelle notre cabinet est à veille d'offrir des services d'audit de ses états financiers. Association de longue date entre l'auditeur et l'audité. Donc, on ne veut pas que ce soit le même ou la même associé de notre cabinet qui soit responsable de la mission d'audit des états financiers d'une certaine société pour plus de 7 ans, dans certaines circonstances, pour les sociétés cotées notamment. On veut qu'il y ait une rotation de l'associé responsable, notamment pour diminuer le risque relativement à la familiarité qui pourrait se bâtir entre l'associé responsable et la société. Autres services professionnels, on doit généralement obtenir l'approbation du comité d'audit, sauf si les autres services qu'on s'apprête à offrir ne représentent pas des honoraires atteignant 5% du total des honoraires qu'on gagne auprès de ce client. Okay? Donc ça, c'est pour d'autres services qui sont admis
Mais il y a certains services qui ne sont pas admis. Le fait de préparer les états financiers, ça relève à la direction et à l'entité. On ne peut pas préparer les états financiers puisqu'on serait en situation d'autocontrôle sur ceci. On peut supporter l'entreprise dans la préparation de ses écritures de journal pour autant que l'entreprise, sa direction, ces gens des finances et de la comptabilité soient en mesure de comprendre les écritures en question et soient en mesure de les approuver. On ne peut pas mener des fonctions de gestion, donc on ne peut pas accepter que l'entreprise nous sous-traite une part de sa gestion administrative ou même d'exploitation, même si ça n'a rien à faire avec la finance et la comptabilité. On ne peut pas accepter parce qu'après coup, on se retrouverait en position où est-ce qu'on est en train d'apprécier d'une certaine manière les résultats de nos travaux quand on vient auditer la performance et la situation financière de l'entité. Au niveau des honoraires, eh bien, il est interdit de charger des honoraires trop faibles pour essayer de gagner le client à tout prix. On lui charge presque rien pour l'audit de ses états financiers. C'est interdit selon nos règles parce que ça nous amènerait peut-être à tourner les coins ronds ou à éviter de faire le travail qui se doit d'être fait et ça peut alors compromettre notre indépendance à son endroit. On ne veut pas que les honoraires générés auprès d'un seul client représentent plus de 15% des honoraires totaux générés dans notre cabinet, parce qu'on se retrouverait dans une situation de dépendance économique envers notre client. Et finalement, on ne veut pas accepter des cadeaux ou toute forme de rétribution auprès de notre cabinet ou des membres de notre cabinet, à moins que ces cadeaux soient vraiment négligés pour éviter de la familiarité ou d'autres genres d'enjeux au niveau de l'indépendance. Donc ça, ce sont les interdictions. Si on note une de ces situations dans un contexte d'un cas en audit, on a besoin de soulever le fait que ça fait probablement l'objet d'une interdiction et qu'il ne faudrait pas accepter cette situation où il faudrait à tout prix la corriger. Bien sûr, on ne se met jamais dans une position où on refuse le mandat, donc on ne répond pas à la question énoncée dans le cas. On soulève le fait que ça fait probablement partie d'une interdiction et qu'on a besoin de corriger cette situation. Mais parfois, on peut se retrouver dans un contexte où il n'y a pas nécessairement une interdiction, mais il y a une menace. Et les menaces à l'indépendance sont décrites dans les paragraphes d'indication 30 à 35 des articles 1 à 3 de la règle 204. Donc, avant l'article 4 des interdictions, on trouve les articles 1, 2 et 3 qui ont de nombreuses pages de modalités et d'indications. Et dans les indications 30 à 35, on va trouver la description de ces 5 catégories de menaces à l'indépendance. Et ça, c'est important de pouvoir les rattacher aux problèmes d'indépendance que vous aurez identifiés dans le contexte des missions d'audit, de certification qui vous seraient soumis dans un examen, par exemple. Okay? Donc, je considère que les menaces à l'indépendance sont davantage intéressantes et importantes à retenir que les interdictions en tant que telles. Les interdictions, souvent, on aurait des cas très évidents. Ce serait du gros bon sens de dire qu'il y a possiblement une interdiction. Et je dis toujours possiblement parce que, comme je vous mentionnais, il faut lire les nuances de la norme pour savoir est-ce que ça s'applique pour le cabinet, ça s'applique pour la firme, parce que c'est pas la même chose, le bureau et la firme. La firme, c'est tous les bureaux à travers la planète, alors que le bureau, c'est juste celui à Montréal, par exemple. Et parfois, la règle d'indépendance ou l'interdiction, c'est qu'un membre du bureau n'est pas ce genre d'enjeu, mais la firme pourrait accepter le dossier néanmoins. Donc, il faut porter attention à ce genre de nuances. Et c'est pour ça que je vous disais de faire attention avec les interdictions, de ne pas nécessairement conclure c'est interdit à tout prix, mais de proposer que ça fait probablement l'objet d'une interdiction, il faut corriger la situation. Mais quand on dit que ça fait l'objet d'une interdiction, il faut corriger la situation, il faut être capable de lier l'enjeu à une menace à l'indépendance. Et là, on parle des 5 menaces possibles. C'est toujours un enjeu d'indépendance lié à une de ces menaces. Et l'enjeu d'indépendance lié à une de ces menaces, ça va probablement être le cœur de ce qui est recherché dans votre réponse pour vous accorder les points. Non pas le fait d'avoir dit ça, c'est une interdiction à tel paragraphe de l'article 4. Ça va être plutôt de dire ça fait probablement l'objet d'une interdiction parce qu'il y a une menace liée à l'intérêt personnel, à l'autocontrôle et ainsi de suite. L'intérêt personnel, d'avoir un intérêt financier dans la société, c'est certainement une situation d'intérêt personnel. De gagner un pourcentage d'honoraires beaucoup trop important auprès de ce client, c'est un intérêt personnel. On se retrouve en conflit d'intérêts. On ne veut pas perdre le client parce qu'on gagne une portion très importante de nos honoraires auprès de ce client. Ça peut nous mettre en position que si on retrouve des éléments qui pourraient être des anomalies significatives, est-ce qu'on serait amené à fermer les yeux pour éviter de mettre des tensions avec le client? Ça, ce sont des menaces à l'indépendance par rapport à l'intérêt personnel. L'autocontrôle. Est-ce qu'on a offert des services aux clients ou est-ce qu'on a préparé des éléments qui vont finir par être présentés dans les états financiers? Et si jamais, quand vient le temps d'auditer ces états financiers, on constate des erreurs, on va se dire ce serait très étonnant qu'il y ait des erreurs parce que c'est nous-mêmes qui avons fait ce travail. Et donc, on serait amené à fermer les yeux, voire même à faire de l'aveuglement volontaire pour éviter de déceler des anomalies dans nos propres travaux. Ou encore, si on a donné des recommandations aux clients sur comment améliorer la performance de ces chiffres financiers, mais que l'année suivante, on dénote qu'on n'a pas réussi à lui offrir des conseils qui lui ont permis de mieux performer, est-ce qu'on se retrouve dans une position où on accepterait subtilement qu'il constate hâtivement certains produits pour que les conseils qu'on lui a donnés l'année précédente semblent avoir porté fruit? Est-ce qu'on est dans une menace liée à l'indépendance au niveau de la représentation? Est-ce que le client nous demande de contacter son banquier pour lui dire qu'on devrait être capable de rembourser éventuellement le prêt et qu'il devrait prêter plus d'argent?
Est-ce que le client nous demande de contacter un acheteur potentiel pour lui donner un confort sur des éléments dans le cadre d'une vente d'entreprise? Est-ce qu'en litige, on se retrouverait à vouloir protéger le client et le défendre, ou est-ce qu'on a l'air de le protéger et de le défendre? Ce serait une menace liée à l'indépendance du point de vue de la représentation. La familiarité. Est-ce qu'on est très proche? On parlait de relations personnelles, des frères, des sœurs, des parents, des conjointes, des conjoints dans l'entreprise. Ben ça, c'est certainement de la familiarité, mais également les longues relations. Ça fait combien d'années que l'associé signataire du rapport d'audit est responsable de cet audit? Combien d'années consécutives? Est-ce que ça fait plus que 7? On devrait peut-être se questionner. Est-ce qu'il faudrait peut-être mettre en place une forme de rotation si l'interdiction ne prévoit pas déjà l'obligation de mettre en place ce genre de rotation? Ça, ce sont des menaces liées à l'indépendance. Et finalement, l'intimidation, est-ce que le client, il nous provoque ou il nous menace de faire un appel d'offres à d'autres cabinets si jamais on n'accepte pas de signer notre opinion sans réserve? Est-ce que le client, il nous met une pression pour finir le travail dans un délai déraisonnable pour qu'on n'ait pas le temps de trouver trop d'anomalies potentielles dans ses états financiers? Ça, ce serait une forme d'intimidation. Donc, je termine ici en disant, c'est possible qu'on n'ait pas une interdiction, mais qu'on ait quand même une menace. Les interdictions sont des éléments que c'est très facile à répondre. Il faut corriger la situation immédiatement ou il faut refuser le mandat parce que la règle, elle est claire à l'effet que c'est interdit de se retrouver dans cette position. Mais il existe toutes les autres circonstances parce qu'il n'y a pas d'interdiction, mais qu'il peut y avoir une menace. Et on doit être en mesure de les dénoter et les qualifier. C'est quoi la nature de la menace dont il est question? Pour finalement être capable de mettre en place une sauvegarde ou de proposer de faire attention à la situation et de documenter la situation dans notre dossier. Donc, vous pourrez repasser plus en détail cette diapo. Voilà, on a parlé de la déontologie dans le cadre d'une mission d'audit d'état financier en portant une attention spécifique sur la règle d'indépendance. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et bonne continuation.